tous venus ici pour découvrir si oui ou non un Pearl Harbor 2.0, un Pearl Harbor numérique est possible en Suisse. Je vais un peu modifier ma présentation et on va passer sur certains éléments qu'on a après. Pour vous poser une question, pour vous, la Suisse, c'est quoi ? La Suisse, c'est quoi? Le chocolat, les montres, les banques, c'est un peu la carte postale de tout ce qu'on représente au niveau international de ce qu'est la Suisse. Mais c'est pas seulement ça. Aujourd'hui, la Suisse, c'est d'abord une plateforme, voire même le pivot au niveau mondial, du commodities trading, c'est-à-dire du flux de matières premières à travers le monde, ce qui définit les relations entre la majorité des États. C'est un hub en termes d'asset management institutionnel. Ah oui, on a eu la crise du secret bancaire, et nos banques, elles n'ont pas arrêté de travailler, mais elles ont changé leur clientèle, elles ont pris des clientèles qui sont institutionnels, qui ont d'énormes fonds à gérer. Ce sont des fonds qui sont de la prévoyance, de la retraite et d'autres fonds de ce type. En Suisse, à l'heure actuelle, on parle d'assets sous gestion d'environ 25 000 milliards de francs. On est également un hub en termes de propriété intellectuelle. Oui, on a une organisation onusienne qui s'appelle l'OMPI à Genève, qui gère les aspects de propriété intellectuelle. Dans un monde immatérialisé, ce sont des éléments qui sont clés pour qu'un monde fonctionne correctement, la reconnaissance de la propriété intellectuelle. Dernier point, Genève, la Suisse, est un hub diplomatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont nous avons des bonnes télécommunications. Nous avons des bonnes infrastructures de transport, nous avons la centrale et nous avons une culture de bons offices. Maintenant, je vais prendre un scénario qui n'est plus dans le futur officiel, mais qui se trouve dans le futur possible. On accélère d'une quinzaine d'années en avant. On se trouve du côté de la péninsule indienne, avec un État très belligérant, qui ne contrôle pas vraiment son territoire, qui est une très vieille république islamique, et avec des velléités de prise de contrôle d'un bassin hydrologique important. Cet État, ça a été démontré déjà, possède un savoir-faire très important dans le cyber-warfare. Ce sont les gens qui ont donné la logistique à des groupes comme Al-Qaïda, comme IS, en termes de cyberespace, en termes d'hosting de plateformes et ainsi de suite. Ce sont des gens qui sont capables de développer des bombes nucléaires, des lanceurs, des vecteurs, et de les mettre à disposition d'États tiers. Maintenant, on va revenir quelques années en arrière, presque une décennie en Suisse. À un jour de fête religieuse musulmane, qu'est-ce que la Suisse a décidé de faire par rapport à cette religion? C'était l'islam. Voilà. Pour un pays qui est une république islamique, qu'est-ce que cela signifie? Dans une culture où on ne doit pas perdre la face. Vous ostracisez une nation qui est extrêmement belligérante en lui mettant une claque. Bon, d'accord, elle est à des
centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc, il n'y a pas un risque direct qu'un type débarque avec Kalachnikov, grenade, etc. et commence à s'exciter ici. Maintenant, on passe dans un scénario où on a un problème d'accès aux commodities. On a une raréfaction du blé, par exemple. On a une raréfaction du riz. Une raréfaction des oignons. Pourquoi les oignons? Tout simplement parce que c'est une des éléments de base, des ingrédients de base de l'alimentation de cette région. Il y a déjà eu des crises comme ça en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, par manque de noms. Ce n'est pas le manque de céréales, c'est le manque de noms. Voilà. Et ça donne des problèmes sociaux, ça donne des problèmes économiques qui sont très importants. Maintenant, on va imaginer que ces gens-là, ils aimeraient reprendre le contrôle des flux de matières premières. Ils aimeraient se venger de la Suisse parce que non seulement on a interdit les minerais, mais en plus de ça, on a interdit les signes religieux musulmans parce qu'on aura accepté une initiative qui voulait l'interdiction du voile. C'est en bonne voie, c'est une initiative qu'on va voir se positionner dans quelques mois là-dessus. Donc, imaginons que ces deux choses aient été faites. On a un demi-millier de fanatiques musulmans, les mêmes qui ont constitué Al-Qaïda, les mêmes qui ont constitué IS, qui vont se préparer à attaquer la Suisse d'un point de vue cyber. Est-ce que c'est possible? Est-ce que nos infrastructures sont suffisamment résistantes? Est-ce qu'elles sont suffisamment résilientes? Est-ce que nous avons prévu ce genre de risque? Ça, ce sont les questions auxquelles on doit faire face. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans la salle, combien de personnes utilisent des moyens d'authentification forts? Je vous montre, j'ai des exemples. Ce sont des tokens, par exemple, comme ça, des clés qui sont externes, des fobs, comme ça, voire des authenticateurs sur vos smartphones. Donc là, je vois moins de 5% des personnes qui sont dans la salle qui utilisent les best practices en matière de sécurité informatique pour contrôler l'accès au système. Aujourd'hui, les mots de passe de 12 caractères, ça ne prend pas longtemps de les craquer. À 16 caractères, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ce sont des choses qui sont prédictibles, qui sont prévisibles, parce que tout simplement, vous êtes des créatures d'habitude. Et que rien que sur les mots de passe, on arrive à faire énormément de choses, énormément de problèmes de piratage informatique, et de prise de contrôle du système. Par exemple, dans TV5 Monde, je vous rappelle, ces chaînes ont été mises hors de fonction simplement parce qu'un idiot, je ne peux pas qualifier ça autrement, s'est filmé en direct en ayant un mur derrière lui où tous les mots de passe étaient écrits comme Mac. Vous en rigolez, mais c'est la réalité, c'est le quotidien. On parle de ça, de cinq mondes, mais il y a des sociétés dans lesquelles on a introduit l'Internet par la bande. Je ne sais pas si l'État de Genève est représenté par ici. J'ai vu un de ses représentants là-bas au bar, il y a quelques années. Il y a un couple de consultants qui en avaient marre de passer par les firewalls de l'État de Genève. Ils se sont installés une ligne ADSL et c'est parti. Ils avaient une connexion vers l'Internet qui n'était pas contrôlée par l'État de Genève. Et donc, ils avaient une porte d'entrée, voire une porte de sortie sur le système, pour pouvoir faire de la maintenance à distance, pour faire du travail en ligne. Oui, c'est parti d'une bonne intention. Mais sans le contrôle, sans les mises à niveau, sans tout ce qui fait qu'on peut sécuriser quelque chose, que se passe-t-il exactement au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois?
cette porte d'entrée est découverte, est exploitée. Qu'est-ce que ça donne? On parle du cas rural qu'on a juste évoqué, mais ça donne une catastrophe, parce que tout simplement, que pendant des années, on ne va pas voir que quelqu'un est rentré et s'est approprié des informations. On ne va pas voir que la maison est en péril. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un diabète. C'est une maladie silencieuse. Et quand ça arrive, ça peut avoir des conséquences qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on pensait, et voire même des conséquences dont on ne peut se relever. Maintenant, si on prend les infrastructures critiques suisses, les télécommunications, l'approvisionnement électrique, l'approvisionnement, les transports et l'approvisionnement en énergie fossile, il y a une commonalité. C'est un protocole de contrôle de systèmes industriels. Tous les systèmes qu'on utilise aujourd'hui dépendent de ces protocoles de contrôle industriel. Est-ce que ces protocoles n'ont jamais été conçus dans le but d'être interconnectés avec Internet? Quelqu'un qui veut répondre? Non. Jamais ils n'ont été conçus pour ça. Donc on se retrouve avec un protocole qui est faible, qui est mal sécurisé, où on a des protocoles anciens d'accès qui existent sur ces systèmes-là, genre un protocole qui s'appelle Telnet, où tout simplement les mots de passe sont transmis en clair, le texte n'est pas chiffré, donc n'importe quel béotien peut intercepter les messages et les reconstruire. Maintenant, ce même protocole, il est utilisé dans les data centers, dans les systèmes, les centrales thermiques, nucléaires, etc. Dans le contrôle de nos chers barrages, mais également dans tout ce qui est aéronautique. Vous avez là les composantes de ce qu'on peut appeler un perfect storm. C'est-à-dire que oui, on peut avoir un parabole numérique aux conséquences désastreuses, parce qu'on ne va pas simplement s'attaquer au réseau électrique. On ne va pas juste faire un blackout. On va s'attaquer de manière transversale à l'ensemble des infrastructures. Parce que l'informatique, ça le permet. On peut le faire facilement avec une énorme économie d'échelle. Parler de cette bande de fous furieux qu'on fait dans un pays limitrophe de l'Inde. Ils ont tout le temps du monde. Ils ont que ça en tête. Faire tomber la Suisse. Imaginez 500 personnes. Ils n'ont que ça en tête. Non pas des gens qui travaillent de 8 h le matin à 6 h le soir, qui reçoivent une paye, mais des gens dont c'est la foi, la conviction intime, et qui donneraient leur vie pour ça. Comme d'autres se font sauter. Donc on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas du tout dans le futur officiel, mais qui est dans le futur plausible, avec des éléments qui sont factuels, qui existent. Ces gens-là, on les a combattus. Les organisations avec lesquelles j'ai travaillé ont mis sur pied une milice de plus de 3500 personnes pour combattre l'État islamique, de manière volontaire. Et ces gens-là ont passé des nuits entières à se battre contre les serveurs, contre les systèmes de communication, contre les systèmes de commande et contrôle de l'État islamique. Donc vraiment, un cyberconflit à une échelle mondiale, où on avait effectivement des forces en présence, qui n'étaient pas 3 personnes dans une salle, mais plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui s'activaient pour pouvoir contribuer aux phases d'exploration, aux phases d'identification et aux phases d'attaque et de destruction des infrastructures adverses. Maintenant, est-ce que l'on a une image claire et précise du risque au niveau de ces infrastructures critiques en Suisse? Moi, je dis non. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on se base sur une perspective anecdotique de la sécurité informatique. Parce qu'on a RUAG, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça. Et non pas une
vision d'ensemble et une vision stratégique. Deuxième élément, des départements comme le DETEC, qui envisagent notre futur, en particulier sur le Swisspeak, disent voilà, la cybersécurité, ça ne concerne que deux choses. Le metering et la gestion des consommateurs. Ce qui est des systèmes de contrôle industriel, ce qui est du pilotage des plateformes, c'est zéro la contribution de la cybersécurité. C'est dans notre rapport, hein, c'est pas moi qui imagine, qui le prétend, c'est quelque chose de tout à fait officiel. Donc non, on n'a pas une image de la menace qui est claire. Ensuite de ça, est-ce qu'on a défini une politique de sécurité qui est honnête par rapport à ce qui se passe? Non. Non, parce que tout simplement, on ne se donne pas les moyens de faire ça. Ici, pour ce secteur-là, les Américains ont débloqué 70 millions de dollars pour la surveillance de leurs infrastructures. Est-ce que la Suisse est différente de ça? Est-ce qu'on a débloqué un seul million de francs en Suisse pour ça? Zéro. Clairement, on nie le risque, parce que tout simplement qu'on ne veut pas y répondre et qu'on ne veut pas non plus s'exposer politiquement. C'est la politique de l'autruche, malheureusement. Maintenant, est-ce que les protocoles et les accès sont fortement sécurisés? Combien de personnes, ici, utilisent des systèmes d'accès remote sur leur PC, sur leur plateforme au travail? Combien? L'accès à distance. Donc PC Anywhere, des systèmes de VPN, etc. On va dire 10%. Ces 10%, soit ils sont extrêmement bien cadrés, soit ils utilisent des solutions qui sont plus ou moins ouvertes. Quand on prend par exemple ces deux environnements-là, combien est-ce qu'il y a d'acteurs qui existent et qui sont partie prenante à ça? Plus de 1400. Est-ce que parmi ces 1400 acteurs, il y en a beaucoup qui ont une certification de sécurité informatique? Rien que sur le secteur de l'électricité, sur les 723 acteurs qu'il y a, il n'y en a que 4 qui font de la sécurité selon les normes de sécurité, selon les standards, etc. De nouveau, ça laisse beaucoup de place à l'amateurisme, ça laisse beaucoup de place à beaucoup de problèmes. Le dernier élément, et qui est malheureusement très inquiétant, c'est celui de trouver des hydres, donc des systèmes d'attaque qui sont polymorphes, qui peuvent induire pas mal de problèmes au niveau des comportements des opérateurs, sont retrouvés dans la zone blanche des centrales nucléaires, qui n'est connectée à rien, où on a des opérateurs du Siemens et du Westinghouse de ce monde, qui ont ramené dans leur bagage, à leur insu, des vecteurs d'attaque informatique du genre de Stuxnet, mais qui ne sont pas faits pour détruire, qui sont faits pour induire en erreur l'opérateur. C'est-à-dire qu'avec des conditions particulières, on ne va pas créer un incident au niveau technique, on va créer un comportement surcritique de l'équipe pour pouvoir arriver à tout ça. Donc, maintenant, on a vu que dans les deux cas, la sécurité n'est pas assurée. Résultat des courses, ben oui, on peut créer un effet de domino. Oui, si on séquence correctement les attaques, tous ces domaines-là, non seulement on peut créer un blackout, mais on peut s'assurer qu'on ne peut pas récupérer le blackout. C'est-à-dire que l'on va créer un effet domino qui va collapser le système complètement en effaçant les sauvegardes, en effaçant les systèmes informatiques avant leur arrêt, en démantelant tous les systèmes de télécommunication, leur paramétrage, que ce soit les systèmes des opérateurs ou les systèmes des services d'urgence. Parce qu'un Polycom, c'est comme tout autre système informatique, ça c'est une vulnérabilité, donc ça peut se shooter. Résultat des courses, on se retrouve avec aucune infrastructure critique. Et dans le meilleur des cas, avec ces systèmes qui fonctionnent bien. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec un énorme problème au niveau suisse. Et une société ou un pays étranger peut très bien tirer son épingle du jeu au niveau géostratégique en reprenant le lead sur certains secteurs.
Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que ceci a comme conséquence de ne plus pouvoir payer des retraites en Europe, de ne plus assurer la continuité d'approvisionnement en matières premières dans les flux acheteurs-vendeurs ou vendeurs-acheteurs. Donc on se retrouve vraiment figé. Pourquoi? Parce que 95% des matières premières dans certains secteurs passent par la Suisse. Ça descend jusqu'à 60%. Mais nonobstant, on se retrouve vraiment dans un certain nombre de catastrophes. C'est clair. On peut avoir des mitigations. Mais cependant, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Le propos, c'est est-ce qu'on peut faire un père à Oui, on peut le faire. Oui, les conséquences seront désastreuses.